Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et à 11h02, un scoop sur l'antenne de Sud Radio by Jean-Luc M de Paris qui joue les Corvettes. Alors on se fait plaisir. Oui, ça reste secret. On en parlera plus tard. Ah mais elle est belle. Moi j'ai vu les photos, voilà. Parce que oui, vous qui arrivez à l'écoute de Sud Radio avec monsieur Jean-Luc Moreau, des millions d'auditeurs connaissent son expertise auto et sa passion auto. Et puis vous qui arrivez peut-être en passant par là, restez, vous allez y être bien. Mais Jean-Luc Moreau est un vrai passionné de voiture et vous aimez craquer un petit peu sur voilà. Vous avez une petite collection. Exactement. J'aime bien votre côté loulou, n'en dis pas trop s'il te plaît. Allez, on va parler auto avec vous évidemment, 0826 300 300. Tiens, puisqu'on parlait auto, que vous aimiez les conduire, on va essayer une Opel cette semaine. On va essayer une Opel GSE. Alors autrefois, pour les germanistes, GSE, ça voulait dire Grand Sport Einspritzung. Vous avez fait de l'allemand à l'école, j'imagine. Donc Grand Sport Injection. Aujourd'hui, GSE, c'est Grand Sport électrique. C'est une version hybride rechargeable. Alors est-ce que c'est Grand Sport ? Il faudra rester avec nous pour le savoir, comme d'habitude. Nous allons parler des pneus réchappés dans la deuxième Rechappés, pardon. parce qu'ils Ils ne sont pas échappés, pardon, rechappés. Pneus rechappés, c'est-à-dire qu'on prend un pneumatique ancien et on lui remet une bande de roulement neuve. Est-ce que c'est intéressant économiquement ? Est-ce que c'est intéressant écologiquement ? C'est les deux questions qu'on se posera. Nous avons aussi un rendez-vous avec l'environnement et la moitié des communes françaises ne s'intéressent pas aux fameuses ZFE mobilité. Oui, parce qu'après avoir interrogé les usagers, donc les automobilistes qui sont massivement contre les ZFE, donc les zones faibles émissions, donc restriction de circulation avec les fameuses vignettes critères, Roule s'est intéressé aux élus locaux. Et là, les réponses sont pas beaucoup plus enthousiastes. Exactement. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir de présenter une grosse soirée pour Mobiliance, l'association des adhérents du milieu de l'automobile, entre autres, sur ces fameuses ZFE. Et tiens, puisqu'on parle de Mobiliance, on va voir le patron des auto-écoles de Mobiliance, monsieur Besson. Exactement, parce qu'on parle beaucoup permis de conduire en ce moment, permis de conduire à 16 ans, suppression des 20 heures de conduite, des nouvelles aides pour passer son permis de conduire. Bon alors, où on en est, qu'est-ce qui est sérieux dans tout ça ? Voilà, on va lui poser la question. Et quoi Tesla aurait baissé encore ses prix ? Tesla a baissé spectaculairement sur certains modèles. C'était hier après-midi, de 10 000 euros le prix des voitures. Aujourd'hui, la Tesla 3 est moins chère qu'une Renault Mégane e-Tech. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça cache ? Exactement. Allez, puis vous, évidemment, ne vous cachez pas, surtout. Vous nous rejoignez au 0826 300 300 dès maintenant. C'est Morgane qui vous attend au standard et qui prendra vos appels. Et évidemment, vous pouvez aussi nous rejoindre sur mail jeparticipe@sudradio.fr et puis directement sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, c'est parti. Bastien à la réalisation et c'est Jordan, au standard de Sud Radio. Je vous promets que d'ici la 13h, je connais les prénoms par cœur. Et ça ira beaucoup mieux. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous accueillons tout de suite le président national Mobiliance pour ESR, Éducation et Sécurité Routière, Patrice Besson. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Patrice. Un mot sur Mobiliance rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, Patrice. Oui, Mobiliance, c'est l'aval de l'automobile, c'est-à-dire des concessionnaires, des agents, des carrossiers, mais également les métiers des écoles de conduite et de la sécurité routière, récupération de points, dont j'ai le privilège d'en être le président national. Très bien. Muy bien, comme on dit par chez nous. Bon, alors, Patrice, on a entendu en début de semaine que dans le cadre du Conseil national de refondation, le gouvernement avait dans ses cartons un projet qui visait à abaisser l'âge de l'obtention du permis de conduire. On a parlé de 17 ans, on a parlé de 16 ans. Alors d'abord, est-ce que c'est crédible ou pas Et puis, vous allez certainement en discuter bientôt. Est-ce que cette mesure, où en est cette mesure par rapport à ce qu'on a annoncé en début de semaine ? Alors, c'est une mesure qui a fait son chemin. Elle était déjà développée lors du rapport Dumas il y a quelques années. Elle revient au-dessus de la table. Alors, ça peut être une bonne mesure, mais pas à étendre la possibilité de conduire à 17 ans à tous les jeunes. Ça peut être une bonne mesure pour l'apprentissage anticipé de la conduite.
Ces jeunes-là, si on regarde les assureurs, ils sont matures plus que les assureurs ne leur font pas payer de surprime. C'est-à-dire la surprime que vous payez à partir jusqu'à 25 ans, vous ne la payez pas si vous êtes en apprentissage anticipé de la conduite. La conduite dite accompagnée. Ouais, mais Voilà, on appelle la conduite accompagnée. Et donc, vous savez que déjà, ils passent le permis à 17 ans. Ces jeunes-là, ils ont la possibilité, mais ils doivent continuer à conduire avec les parents. Alors, moi, je dis, pourquoi pas qu'ils le passent à 18 ans, ils ont quand même une certaine maturité de la route, ils ont fait 3000 km et plus avec leurs parents, ils pourraient, à partir de 17 ans, continuer à conduire seuls. Là, ça me paraît... Dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'ils commencent, donc ils ont déjà une bonne expérience avant, donc c'est pas je fais 20 heures de conduite et le jour de mes 16 ans ou de mes 17 ans, je passe le permis. C'est pas ça, on est d'accord. On est d'accord, ça c'est un peu trop limite. C'est une histoire de kilomètres, non il faut 3000 km. Voilà, c'est ça. Ça c'est un peu trop limite pour dire, bon, ben, on bascule sur 17 ans ou 16 ans, des jeunes qui font uniquement 20 heures et qui après se retrouvent, là je suis d'accord avec vous, il y aurait sûrement des questions à se poser en termes de sécurité routière. Mais sur la conduite accompagnée, ça peut tout à fait se faire. Et puis, ça aurait un avantage entre nous. La conduite accompagnée, les jeunes se tuent 5 à 6 fois moins, c'est énorme. Et on a oui, parce que sinon les jeunes sont les plus représentés dans la mortalité routière. Les 18-25 ans, oui. Ouais. Jusqu'à 24 ans, entre 18 et 24, c'est les plus représentatifs dans les accidents de la route. Et la filière, le système conduite accompagnée, est celui qui permet aux jeunes de rester en vie, en tous les cas, 5 à 6 fois plus. Je répète, c'est énorme. Donc, ça ferait une promotion pour l'apprentissage anticipé de la conduite parce que malheureusement, il n'y a que 20% des jeunes qui passent le permis qui utilisent cette filière. C'est trop peu, malheureusement. Et donc là, ça permettrait de faire une vraie promotion et ils pourraient conduire. Là, ce ne serait pas choquant qu'à 17 ans, ils puissent prendre le volant seul après avoir réussi le permis. Ça pourrait être mis en place quand? Là, vous allez en discuter bientôt? On va en discuter bientôt et dès que j'ai des nouvelles, promis, je vous le dirai sur la date et quand ça pourrait être mis en place. Et pourquoi, ensuite, juste sur la pourquoi, deuxième Patrice, question... Patrice, excusez-moi, pourquoi la conduite accompagnée a si peu de succès alors? Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un problème de promotion. Parce que ça implique aussi les parents quand même. Ah oui, il faut que les parents soient disponibles pour faire la conduite accompagnée. Il faut qu'ils se forcent à être disponibles. On est dans une société aujourd'hui où on a envie d'avoir des diplômes en restant dans le canapé, etc. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Il faut qu'ils aient des véhicules la route adaptés aussi. Ah non, tu peux faire non, mais je veux dire, moi je l'ai fait avec mon fils. Non, mais entre guillemets adaptés, c'est-à-dire que moi, avec le nombre de voitures que j'ai, il n'y en a pas beaucoup qui sont aptes à faire de la conduite accompagnée, par exemple. Mais quelqu'un comme moi, de dire classique et représentative, c'est pas difficile de faire la conduite accompagnée avec ses gosses. Non, c'est une implication. Mais il faut s'impliquer. Il faut vouloir s'impliquer. Moi, je dis tout le temps aux parents, impliquez-vous. Les jeunes seront plus en sécurité, il faut le faire. Donc, ça donnerait, vous savez que le français, c'est un petit peu comme ça, ça donne, si on mettait ça en place pour la conduite accompagnée, je pense que ça donnerait un coup de booster. Ouais, bah tant mieux. Les 20 heures de la suppression des 20 heures obligatoires. C'est une fausse bonne idée. Aujourd'hui, les jeunes prennent en moyenne 30 heures pour obtenir le permis. Ils continueraient à les prendre. On est largement au-dessus, quoi. Voilà, on est largement au-dessus. Et puis, il y a un côté pervers. Si vous enlevez les 20 heures, vous allez laisser libre champ à des auto-écoles peu vertueuses. Qui vont dire à des jeunes, en 10 heures de conduite, t'inquiète, je te présente. Sauf que le jeune va louper son permis. Il va en reprendre 10 de plus à un prix exorbitant. Il va encore louper son permis. Il en reprendre. Résultat des courses, sur une mesure qui doit abaisser le coût, ça va l'augmenter. Nous, on a une proposition à faire, c'est que dans les 20 heures de conduite, on laisse la possibilité aux enseignants de la conduite de faire 5 heures de cours collectifs, pas de code, de cours collectifs sur la sécurité de proximité, parce que vous savez, les jeunes, quand ils ont le permis, moi je suis à Toulon, les jeunes qui passent par mon école de conduite, ils conduisent à Toulon au départ. Et donc, les pièges, l'insécurité, les intersections complexes, c'est à Toulon qu'ils vont les vivre. Si moi j'ai la possibilité de leur expliquer, en plus de la règle, quel comportement il faut avoir par rapport à des pièges de proximité pour éviter qu'ils y tombent dedans, eh bien, tout le monde sera gagnant. On améliorera la sécurité, on les fera monter en compétences pour qu'ils obtiennent plus facilement le permis. Moi, je suis
sincèrement, pour qu'on mette 15 heures au volant de la voiture et 5 heures laissées à l'appréciation de l'enseignant, ou en cours collectif, où on débat de la sécurité routière, des accidents, en échangeant, en dynamique de groupe, ou alors, puisque dans nos écoles de conduite, il y a des écoles qui n'ont pas de locaux, vous savez, les auto-écoles plateformes, ou alors, eh bien, de continuer à faire les 5 heures de conduite en plus. Mais qu'on nous laisse la possibilité de pouvoir faire ces cours théoriques, ça amènera plus de sécurité, j'en suis sûr, et ça permettra de casser le coût, puisque je vous rappelle qu'un cours collectif, il est quand même beaucoup moins cher qu'un cours individuel. Oui, le permis aujourd'hui coûte combien, Patrice, en moyenne? C'est quoi, 1 800 € à peu près? À peu près, et 50 euros, l'heure de conduite. D'accord. Alors qu'on est à peu près sur de moitié prix en heure cours collectif. D'accord. Donc vous voyez, il y aurait un vrai gain. Et on est dans... moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans un schéma de technologie de la rupture. Pourquoi on continue à faire toujours pareil alors que ça marche pas? La technologie de la rupture, c'est essayer de faire mieux. Non mais on est en France, c'est pour ça. Voilà. Nous, on va à notre rendez-vous, on va essayer de mettre en avant la technologie de la rupture, de mettre en avant le bon sens pour que les jeunes puissent avoir, à moindre coût, une offre de qualité en formation et surtout en sécurité. C'est notre objectif. Oui. Il y a des nouvelles aides qui ont été prévues également. Alors là, on est en train de pousser parce qu'aujourd'hui, bien entendu, le coût du permis pour un jeune, c'est un coût. Alors c'est un coût pas uniquement à cause de nous, vous le savez, je ne vais pas refaire ce que vous disent à chaque fois les personnes des stations-service. Nous, on a des charges, on paye le carburant de la même manière que la personne lambda, on n'a pas d'aide, donc on répercute le coût sur le prix. Les véhicules, vous l'avez dit souvent à votre antenne, aujourd'hui, elles sont en train d'augmenter, à part, je viens d'entendre, à part Tesla. À part Tesla, oui. Ouais, à part Tesla, il faudra rester avec nous pour écouter. Oui. Voilà, bon, mais en tous les cas, les véhicules augmentent, donc nous, c'est notre matière première, le véhicule, le carburant. Donc effectivement, le coût du permis augmente, il y a de l'inflation, ça augmente aussi. Donc, la solution pour nous, c'est le financement. Et aujourd'hui, il y a une possibilité pour que le permis revienne à 0 €. Waouh. À 0 €. C'est le fait que les parents puissent faire la cession de tout ou partie de leur compte personnel de formation aux enfants. Et ça voudra 0 le permis. Les enfants pourront le passer gratuitement. Et donc, pour faire cela, on a vu, il y a la PPL, la proposition de loi du président Houllier qui est en train de pousser dans ce sens. Nous, on essaye d'expliquer notre idée, c'est en fin de compte d'ouvrir un compte personnel de formation à tous les jeunes à partir de 16 ans. Comme vous avez la carte de la mutuelle qui est ouverte à tout le monde. Qu'il travaille ou pas, qu'il soit lycéen, qu'il soit à l'université, on lui ouvre un compte personnel de formation. Ça peut être un réceptacle pour, vous savez, les financements des communes, les financements des départements, parce que c'est toujours des financements de bout de permis. Mais là, au moins, ça pourrait faire un réceptacle pour mettre l'ensemble de ces financements dans ce compte personnel de formation spécifique au passage du permis. Et là, les parents pourraient faire une cession d'une partie de leur compte, voire de la totalité, vers les enfants. On pourrait aller même un peu plus loin. Il y a une idée pour conclure, Patrice, rapidement. Oui, juste pour vous dire, il y a une idée hyper vertueuse, vous allez voir. Quand vous travaillez dans une entreprise, l'entrepreneur, vous savez qu'aujourd'hui, il peut faire des primes Macron, où les charges sont enlevées. On pourrait imaginer que l'entrepreneur veuille aider le fils de son salarié et puisse abonder dans son CPF. Nous, on croit beaucoup à cela. Et ça, vous allez le proposer quand, dans combien de temps et en 2 secondes maintenant? Eh bien, on va le proposer. On l'a déjà proposé depuis 2 ans. On travaille là-dessus. Le gouvernement est un peu timoré, mais là, grâce à la PPL de Houllier, ça ouvre les champs des possibles. Et là, on espère très rapidement valider cela. On vous tiendra bien entendu informé. Merci beaucoup, Patrice. Eh bien, à bientôt, Patrice, alors. Merci au revoir. Merci du temps que vous nous avez accordé. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. À très vite. Merci. Vous aurez toujours, évidemment, micro ouvert sur Sud Radio dans On parle auto. Patrice Bessonne, président national de Mobiliance sur l'éducation et la sécurité routière. Dans quelques instants, on va vous donner la parole au 0826 300 300. Vous nous rejoignez. Et puis, juste après, eh bien, on va prendre le volant. Enfin, c'est surtout Jean-Luc qui l'a pris, de l'Opel Astra GSE. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques instants, ce sera l'essai de la semaine. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les semaines, cet essai en vidéo, vous le retrouvez. Vous pouvez aussi y aller aujourd'hui sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, et pensez à vous abonner à la page Facebook, puisqu'on va bientôt dépasser les 800 000 la page abonnés. Facebook ou YouTube Non, pas la page Facebook, la chaîne YouTube de Sud Radio. On va bientôt dépasser les 800 000, donc allez-y, un petit effort. On a besoin de vous, on vous aime avec nous. Tiens, ça pourrait faire un jingle, ça. Ouais. On va accueillir Christophe. Bonjour Christophe, on a besoin de vous, on est bien avec vous. Bonjour Christophe, vous êtes abonné à la page, à la chaîne YouTube de Sud Radio ? Oui, je suis un fidèle auditeur et un fidèle abonné à la page YouTube. Facebook, on fait bien le commerce. Donc on répond à votre question. Alors, vous habitez où, Christophe ? En fait, je vous appelle pour un conseil rentabilité. Je possède un RAV4 de 2009 qui a 250 000 km, RAV4 diesel. D'accord. Je l'entretiens toujours chez Toyota et beaucoup de pièces sont d'origine, donc amortisseur, embrayage, injecteur, turbo, volant moteur, tout est d'origine et j'aimerais savoir si tôt ou tard il faudra les changer. Est-ce qu'il faut les changer en préventif? Est-ce qu'il faut les changer au fur et à mesure? Ou est-ce que vu l'âge et le kilométrage, il faudrait changer le véhicule avant de changer toutes ces pièces? Alors déjà, on va commencer par... Oui, bonne question. On va commencer par la fin. Ça vaut combien un Toyota RAV4 de 2009 en D4D, donc en diesel avec 250 000 km? Je vais vous dire à peu près, ça vaut aux alentours de 7 000 euros à peu près votre véhicule. Ah, quand même. Voilà. Bon, alors, le problème sur cette voiture, c'est que les moteurs diesel Toyota n'ont jamais été à la hauteur de la réputation de fiabilité de la marque. C'est-à-dire que ça a été vraiment le vilain canard. Les diesels ont eu toujours beaucoup plus de problèmes que les moteurs essence et celui-là, vous avez eu de la chance d'arriver à 250 000 km sans souci parce que c'est un moteur qui pouvait avoir une surconsommation d'huile, c'était lié à des problèmes de segment, il y a eu des problèmes de joints de culasse, il y a eu des problèmes d'encrassement de ce qu'on appelle la vanne de recirculation des gaz d'échappement, il y a eu des problèmes d'injecteurs, il y a eu des problèmes d'embrayage. Donc quand si vous vous reconnaissez, appelez le 0826 300 300. Bon, après quand on prend au détail tout ça, un turbo, il y a eu des problèmes de turbo aussi. Alors sur les modèles un petit peu antérieurs aux vôtres, à partir de 2009, normalement c'était réglé. Mais un injecteur, ça vaut 300 € pièce. Donc quand vous changez les 4, ça fait 1200 €. Vous rajoutez la main d'œuvre, vous serez à 2500, un petit peu moins de 2500 €. S'il faut changer en même temps un turbo qui vaut 350 € puis un embrayage, enfin grosso modo vous allez rapidement, au moment où tout ça va commencer à montrer des signes de faiblesse, vous serez rapidement à la moitié ou aux 2/3 du prix de la voiture. Donc est-ce que ça vaut le coup de le garder et de faire des changements préventifs? Alors le garder oui, faire des changements préventifs non, parce que c'est trop cher. Donc vous continuez à toucher du bois comme ce que vous faites jusqu'à présent. Vous avez de la chance parce que vous n'avez pas eu de soucis sur la voiture. Peut-être que l'usage que vous en avez aussi fait que un diesel était adapté. Vous faites des grands trajets, j'imagine. Oui, des grands trajets. Je ne tracte pas, je ne fais pas de tout-terrain et je respecte les temps de chauffe, etc. Bon, ben voilà. Ça démontre qu'un diesel, c'est vraiment... Ça peut être durable à partir du moment où on fait des grands trajets. On fait chauffer la voiture. Ouais. Il faut absolument... les petits trajets, les embouteillages, la ville, tout ça, c'est mortel. Vous n'auriez jamais fait 250 000 km si vous aviez été en région parisienne et si vous aviez fait des bouchons tous les jours. Voilà. Donc continuez. Moi, je suis en Bourgogne. Ouais, voilà. Où à la limite du 77 près de Pont-sur-Yonne. D'accord, ok, donc on va vers Chablis là-bas. Ouais. Voilà. Bon, donc continuez à rouler avec votre voiture, faites les vidanges régulièrement, de temps en temps vous lui faites faire un petit peu d'autoroute, vous le faites rouler, ça lui décrasse les poumons. Voilà, moi j'ai fait ça cette semaine avec un copain qui a un vieux Land Rover de 1993 et puis alors il marchait moyennement, on s'est cogné 500 km d'autoroute, il marche super bien maintenant. Voilà, donc il faut vraiment penser, un diesel c'est fait pour ça quoi, c'est fait pour tourner. Il faut le pousser un peu ou non, on reste à 130 sur l'autoroute, on pousse un peu les rapports ou non? Non, même pas. Vous le faites bien chauffer et puis vous le décrassez. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, super. Et étant un fidèle auditeur, vous conseillez peut-être en préventif quelques produits Sfertec, c'est ça?
Alors moi je vous dirais si le vôtre non mais c'est pas ça. Si le vôtre il a pas de souci de fonctionnement, c'est-à-dire s'il a pas d'accro rien du tout, voilà. Vous pouvez effectivement lui faire un petit traitement injecteur, ça lui fera pas de mal quoi qu'il arrive. Vous aurez un fonctionnement qui sera plus onctueux après. Bon voilà, super Christophe. Écoutez, merci. Mais beaucoup gardez-le. d'avoir pris mon appel. Gardez-le et continuez à rouler avec. Si vous faites du préventif, vous allez voir, c'est trop cher. Et profitez de la belle Bourgogne, Seine-et-Marne et Bourgogne, c'est très joli. En plus, on peut en mettre des caisses de vin dans un RAV4 secondaire. C'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'après on va me dire que Laurence, elle ne parle que de ça. D'ailleurs, un petit message à notre ami Gilles Gransman, tout va bien, je n'ai bu que de l'eau depuis toute la semaine. Voilà, ça c'est fait, parce qu'il m'a posé une question par SMS, le coquin. Je vous embrasse, Christophe. Bon, merci Christophe, au revoir. Bon week-end. Allez, dans quelques instants, nous allons évidemment parler de l'Opel, l'essai de la semaine, l'Opel Astra GSE. Et puis, juste après, on va se poser cette question sur la moitié des communes françaises. S'intéressent-elles vraiment ou non aux ZFE-M, les fameuses zones à faible émission mobilité? Ce sera dans On parle auto avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et on prend aussi la direction de la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très très nombreux à nous rejoindre. On est ravis. Bravo et merci à tout le monde. Et il y a Alphonse qui est là. Il y a aussi Stéphane bien sûr. Il y a un petit coucou Patrick du Gers où l'on écoute Sud Radio comme l'a dit Bastien sur le 102 FM. Voilà, etc. Bon, maintenant on va pas écouter spécialement que la radio. On va pouvoir aussi aller regarder en même temps si on le veut la vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio. Abonnez-vous. Ou les extraits que Bastien, notre réalisateur, va vous mettre sur la page Facebook de Sud Radio. On prend le volant de l'Opel Astra GSE. Oui, alors pour les plus âgés d'entre vous, il y en a sans doute quelques-uns, GSE, ça évoquera les modèles sportifs des années 70 et 80. La Manta GSE, ça vous dit quelque chose au moins de nom? Oui, le nom. C'est plus la Mentalo, vous? Non, la Manta, la... Oui, d'accord, ok. Bon, à l'époque, GSE, ça voulait dire Grand Sport Einspritzung. Injection. Injection en allemand. Aujourd'hui, c'est Grand Sport électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça sera, Opel sera la première marque du groupe Stellantis à devenir 100% électrique en 2028. Aujourd'hui, c'est l'Astra hybride rechargeable qui s'y colle au GSE. L'Astra, c'est la cousine germaine de la Peugeot 308. Une ligne élégante qui plaît, quelques différences esthétiques sur ce modèle. La partie basse de la face avant est de couleur noire bruyante, un toit noir brillante, pas bruyante, un toit noir, des jantes spécifiques, tout ça inspiré d'un concept qui s'appelait le Manta Electromode. Bon, et puis comme il faut justifier le logo Grand Sport, cette version est la plus puissante de la gamme. Un moteur 1,6 litre 180 chevaux, plus un moteur électrique 110 chevaux, ça fait au total 225 choses, et vous me direz c'est pas compté, mais c'est pas l'addition des puissances des deux. 45 chevaux de plus que la version hybride rechargeable de la non GSE. Batterie 12,4 kWh jusqu'à 64 km en mode 100% électrique. Et puis à l'intérieur des sièges spécifiques style baquet avec une garniture en Alcantara, un bon confort, des réglages multiples, l'assise est réglable en longueur et puis des réglages électriques. La présentation du tableau de bord, elle reprend ce qu'on appelle le pur panel chez Opel qui regroupe deux grands écrans. C'est joli. En plus, ici, les compteurs sont complétés par un affichage tête haute. Équipement complet également sur cette version qu'on va dire haut de gamme. Siège et volant chauffant, clim automatique, etc., etc. Je ne vais pas tout vous détailler. Et la voiture est équipée d'une boîte automatique à 8 rapports avec des palettes au volant. Ça, c'est pour affirmer le côté sport. Alors, on est bien assis dans cette Astra GSE. Mais malgré tout, le confort n'est pas excellent. Et pourquoi ? Parce qu'on a des ressorts plus courts de 10 mm, plus fermes de 11% que la version hybride normale. Et puis avec ces grandes jantes de 18 pouces, les réactions sont parfois sèches, en particulier sur les ralentisseurs. On se dit que ça va être très efficace en matière de comportement. Tout d'abord avec 225 chevaux et 360 Nm de couple, les performances sont bonnes. 0 à 100, 7 secondes 5. Mais la voiture pèse quand même 1700 kg et ça se ressent un peu en virage. Le châssis est typé sous-vireur, c'est rassurant, mais c'est pas très sportif. On peut se consoler par le son qui est émis par les haut-parleurs, qui donne un côté voiture de course, mais c'est un peu artificiel. Le freinage, en revanche, lui, il est vraiment très bien. Il offre beaucoup de mordant et de progressivité. Alors Opel nous promet jusqu'à 64 km d'autonomie en tout électrique, sans faire d'autoroute. Et en faisant que de la petite route, j'ai réussi à couvrir 47 km. On est un peu loin des 64 km. Bon, signalons quand même que la vitesse maxi en mode électrique est de 135
km/h. C'est suffisant si on doit être en périurbain. Alors la vitesse sur autoroute allemande est de 235 km/h quand on est en mode sport. C'est idéal, comme je vous l'ai dit, pour les autobahns. Le problème, c'est qu'à 130 km/h, la consommation, comme tous les hybrides rechargeables, s'envole un peu. Là, j'ai fait 8 litres et demi. C'est moins bien qu'un diesel équivalent, par exemple. Donc, c'est là qu'on voit les limites de l'hybride rechargeable. D'ailleurs, une autre limite, c'est la recharge. 5h30 sur prise domestique en 2,3 kW, 3h25 sur wallbox à 3,7 kW, et puis 1h40 avec l'option chargeur embarqué 7,4 kW qui est en option. C'est un peu mesquin parce que vous allez voir, le prix de la voiture, il est quand même pas loin des premiums. Au final, on peut se demander d'ailleurs à qui s'adresse cette version GSE. Alors pas aux amateurs de sport, vous l'avez compris, c'est pas vraiment une voiture de sport, même si elle est puissante et agréable à conduire, pas aux entreprises non plus, et sans doute pas aux particuliers qui préféreront la version hybride rechargeable, parce qu'il y a une version hybride rechargeable 180 chevaux, qui est presque aussi performante, mais surtout qui est plus confortable et qui est moins chère, parce que ici le ticket d'entrée c'est 48 250 €. Il faut vraiment craquer pour le design de la GSE pour s'acheter ça. C'est le prix d'une 308 hybride rechargeable. On n'est pas loin non plus du prix d'une Golf GTE. Alors là, Stellantis nous dit c'est la Dodge Qualität, mais une Golf GTE, c'est la Dodge Qualität aussi. Voilà. Ouais, donc moyen. Ouais, je vois pas qui. Ouais. Non, c'est une bonne auto, mais voilà. Franchement, la définition GSE, je vois pas pourquoi. D'accord. Bon, ben voilà. Et vous retrouvez bien évidemment la vidéo complète de tout cet essai qui fait à peu près 10 minutes avec il fait 15 minutes. Ouais, 15 minutes, beau gosse avec ses lunettes de soleil au volant, on a vu ça tout à l'heure. Vous avez tourné ça dans quelle région? C'est très beau, il y avait plein de jolis châteaux. Il y a plein de jolis. C'est le nord de la région parisienne. En France, je l'ai tourné en France. C'est beau, en tout cas c'est beau. L'Oise, je connaissais pas les châteaux là, j'adore parce qu'en plus vous nous faites voyager. Merci beaucoup. Rendez-vous sur la page YouTube de Sud juste Radio. Quand même, la semaine prochaine, la voiture la moins chère du marché. À l'essai. Ah, je sais laquelle ça va être, je ne dis rien. Voilà. La moins chère du marché. Ouais, la moins chère. Voilà, la moins chère de moins cher. Et vous savez quoi? Le meilleur rapport qualité-prix. La meilleure voiture du monde. Ok. Eh ben super. Puis en même temps, la moins chère. La semaine prochaine. Ouais. Ben voilà, tout est dit presque. Ben vous attendrez la semaine prochaine pour le nom de la voiture. Suspense. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et vous réagissez sur Sud Radio, hein. Il y a notre ami Stéphane qui dit « Oh ben moi, elle me transcende pas du tout cette Opel ». Voilà, vous êtes plusieurs à réagir également. Tiens, d'ailleurs, il y avait une question rapidement, l'utilité de la vanne EGR. Est-ce qu'on peut s'en passer, voire la supprimer? Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. En fait, la vanne EGR sert à diminuer les émissions d'oxyde d'azote à l'échappement, parce qu'on remet des gaz neutres, c'est-à-dire en gros des gaz d'échappement qui ont déjà été brûlés à l'admission, et ça permet donc, parce que en fait, les oxydes d'azote, contrairement, il y a des gens qui pensent que moins une voiture ça consomme, moins elle va polluer. C'est pas vrai, parce que les oxydes d'azote, c'est pas le carburant qui est la source, c'est le comburant, c'est-à-dire c'est l'air en fait. C'est l'air qui va générer, donc un moteur diesel qui est en excès d'air va générer plus d'oxyde d'azote qu'un moteur à essence. Et donc, pour éviter cet excès d'air, on met des gaz brûlés dans l'admission. C'est ça la vanne EGR. Super. Et c'était à la suite au sujet sur le fameux RAV4 où il y avait des questions de poser là-dessus. Merci. Et ça s'encrasse parce qu'une vanne EGR, ça s'ouvre, ça se ferme en fonction de votre question. Et faites comme Stéphane, vous pouvez aussi vous poser vos questions ou réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons parler d'environnement avec la moitié des communes françaises qui ne s'intéressent pas à ces fameuses ZFE M pour mobilité. On accueille David Tuchban qui est président de Roule. Bonjour David. Bonjour David. Bon alors Roule, David, est le premier club automobile et on en a parlé en novembre dernier. Vous avez lancé le premier volet d'un observatoire sur la mobilité des Français qui révélait entre autres que 56% des Français ne savaient pas ce que c'était qu'une ZFE. Là vous avez interrogé cette fois les acteurs publics et locaux chargés d'implanter les ZFE et on se rend compte que, alors ils connaissent quand même un petit peu mieux que le grand public, mais il y en a plein qui trouvent que c'est pas forcément fait comme ça devrait être fait. Alors effectivement, la connaissance est meilleure, mais ce sont les moyens qui sont souvent questionnés, voire une mission impossible qui leur est confiée,
parce qu'ils doivent concilier à la fois, évidemment, des problématiques de santé publique pour lesquelles nous sommes tous convaincus et concernés, mais également des nécessités qui sont parfois des nécessités sociales très fortes, auxquelles ils ne savent pas répondre. Vous avez même beaucoup de communes qui ne vous ont carrément pas répondu quand vous les avez interrogées. C'est ce qui prouve que ça ne les intéresse pas. Et quel type de commune avez-vous interrogé aussi, du coup ? Alors, on s'est intéressé évidemment. L'objectif de cet observatoire, c'est d'être représentatif d'une réalité française. Donc, on a essayé justement de s'adresser à des gens qui les représentent plus ou moins près de ces grandes agglomérations. Ce qu'on comprend de leurs réponses, c'est des freins qui sont liés à, on va dire, 3 grandes catégories. Il y en a qui traitent des difficultés des usagers eux-mêmes, qui soit ne sont pas convaincus, soit ne sont pas informés, soit n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc ce sont leurs administrés, leurs usagers qui leur répondent. Et puis d'autres difficultés se posent pour les communes lorsqu'elles souhaitent mettre en place une politique publique. La première d'entre elles, c'est la communication entre les différentes couches de l'État. Tout le monde est concerné, État, région, département, agglo, commune. Oui, puis il y a peu de concertation en fait, c'est surtout ça. Ouais, peu de concertation, parfois des opinions politiques qui divergent, des visions plus dogmatiques qui s'opposent à des visions plus adaptées, et globalement, je pense une réponse à laquelle finalement personne n'a encore répondu, c'est que s'oppose encore une transition dure face à laquelle des moyens n'ont pas été encore déployés. Si je prends l'exemple des ZFE, donc on voit que aujourd'hui il y a un déficit d'information très clairement. On se rend compte qu'à peu près la moitié des Français, si on simplifie, ne savent pas encore ce que c'est. Donc très clairement, il y a des moyens à mettre de ce côté-là. Il y a également effectivement un manque de concertation entre les différentes couches depuis l'État jusqu'aux collectivités pour synchroniser leurs actions. Et puis enfin, il y a un problème de fond, et celui-là, c'est celui qu'il faudra, je pense, adresser. C'est l'incompatibilité de la trajectoire actuelle avec les besoins réels et quotidiens des Français. Oui. On se rend compte que plus les dates fatidiques approchent, plus aujourd'hui les seules solutions finalement qui sont trouvées, c'est repousser l'échéance. Oui, on a vu, il y a Reims qui repousse, Lyon, Nice, et puis il y a la métropole du Grand Paris qui décide de repousser, ça va être fin 2024, voire début 2025. Et il est même possible que ça soit encore repoussé après. Bon, déjà, il y a eu la mise en place de ces fameuses vignettes critères qui prennent en compte la date d'immatriculation des véhicules et pas la pollution réelle. On a bien vu avec le Dieselgate que les niveaux de pollution des véhicules par rapport à l'homologation n'était pas forcément en cohérence. Il y a des voitures qui émettent 10 fois plus que lors de l'homologation. Donc on sait qu'une vignette critère, c'est pas un gage de propreté pour un véhicule. Ouais. Donc il y a plein de gens qui trouvent ça injuste. Moi je prends l'exemple du gars qui roule avec une Prius 2, c'est une critère 3, donc on devrait lui interdire de circuler. Je suis désolé, elle répond encore aux normes environnementales actuelles et elle est beaucoup plus propre que des véhicules neufs qui sont mis sur le marché. Donc il y a tout ça en fait. Ça a été mal bricolé au départ. C'est sans doute ça qui... Effectivement, la question de l'année est effectivement une bonne question. Et puis, en fait, je crois qu'on est aussi en train de fabriquer des catégories qui correspondent pas à la réalité des besoins des Français. C'est-à-dire que oui, cet exemple que vous donnez est très bon et celui-là, c'est une année qui est prise en compte et pas le caractère polluant du véhicule. J'en ai d'autres en fonction de l'usage qui est fait de la voiture. Oui. On a fait quelques dérogations pour des professionnels de santé, par exemple, pour des choses comme ça, tout simplement parce que des véhicules équipés qui ont reçu beaucoup de choses pour pouvoir travailler, ceux-là, une
bonne solution serait par exemple de les rétrofiter, parce que c'est ce qui permet de conserver tout l'investissement qui a été fait sur un véhicule par un artisan et donc c'est cette question de l'adaptation des véhicules, elle est très peu posée aujourd'hui dans le cadre réglementaire, et on arrive du coup à une situation où finalement les Français se posent les mêmes questions que les collectivités. On s'interroge sur la pertinence de cette trajectoire. Ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est que je pense qu'on est tous convaincus qu'à la fin de l'histoire, on aura un parc automobile plus propre. C'est bien le chemin pour y arriver. Il évolue naturellement. Pourquoi on ne laisse pas justement s'épurer de lui-même? Pourquoi on met des mesures aussi brutales que ça? Parce que là, on écarte quand même une certaine tranche de la population de l'accès aux villes. On écarte les gens qui ont les plus faibles moyens. Et ils n'ont pas, malgré les aides, ils n'ont pas la possibilité de changer de voiture. Les plus faibles moyens, ou comme le disait David Tuchman, qui est président de Roule, qui est notre invité sur Sud Radio ce matin, c'est que même les professionnels, aller voir un maçon qui a entièrement intégré son véhicule, mis beaucoup d'argent sur sa camionnette pour l'intérieur la préparer, comment faire pour demain racheter une autre voiture. Et le transport routier, ça coûte combien? Aujourd'hui, un camion, c'est 100 000 euros pour un 40 tonnes. En gros, c'est 100 000 euros. Vous prenez le même en 26 tonnes électrifié, on est à 400 000 euros. Comment ils font les transporteurs routiers? Beaucoup étudient des solutions de rétrofit. Oui, mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'homologation ou pratiquement pas. Alors c'est des choses qui se préparent et du coup, je pense que la question que vous soulevez là, c'est une question de calendrier. Il y a effectivement un calendrier dur qui a été posé avec des règles qui probablement sont questionnables. Et mon envie, ma conviction, c'est que le calendrier, le repousser, c'est un constat d'échec. J'ai trouvé un exemple assez intéressant pendant la crise de l'électricité en fin d'année, parce que on considérait que c'était pas possible de priver certaines zones d'électricité. On a rallumé une centrale à charbon. C'est à la fois une très mauvaise nouvelle pour l'environnement, mais c'est bien une prise de conscience à un moment qu'on peut pas empêcher les Français de vivre, de travailler, d'emmener leurs enfants à l'école. Ouais, tout à fait. De toute façon, on parle, David, pour conclure, malheureusement, on parle de bombes sociales, une fois de plus. Et en ce moment, c'est peut-être pas le moment, parce qu'il y en a des bombes sociales. Nous, on voit chez Roule vraiment une France qui est en train de se diviser entre des gens qui ont les moyens de changer de véhicule et donc qui pourront continuer d'accéder aux ZFE, et les populations auxquelles nous, on s'intéresse beaucoup, pour qui, aujourd'hui, finalement, le choix, c'est renoncer à se rendre dans ces zones où pourtant se trouve l'activité économique, culturelle, la vie dans ce pays. C'est renoncer à y aller, ou pire encore, devenir hors la loi. Certains nous disent, ils sont très nombreux, que leur intention, je crois que c'est 37% qui ne veulent pas respecter cette réglementation. David, effectivement, on voit là un enjeu social très majeur. Ce que je vous propose, c'est de on en reparlera de toute façon. Je pense qu'on va, ça va être c'est le gros sujet de l'année. Et on va en reparler même jusqu'à calendes grecques. Peut-être. Avec grand plaisir. Et réaction de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, le troisième co-animateur de cette émission On parle auto. Encore une fois, on impose une chose avant de préparer le terrain et d'y réfléchir. Voilà. Merci beaucoup à Monsieur David Tuchman. Roule, c'est donc le premier club automobile. C'est ce que j'appelle moi la mutuelle de votre assurance auto classique. Voilà, elle prend le relais sur tout ce qui ne vous est pas payé par l'assurance classique. À suivre, votre question. Et normalement, je crois que c'est Gwendal qui a composé le 0826 300 300 pour nous poser sa question. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et juste avant la trêve hivernale de midi, pour le rappel de l'info, le milieu de cette émission, on accueille tout de suite Gwendal, qui nous a rejoint au 0826 300 300, puisque vous savez, vous qui nous écoutez, que vous êtes prioritaire sur toutes vos questions sur l'antenne. Salut Gwendal. Bonjour Gwendal. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Ça va? Ça va très bien, oui, nickel. Vous habitez où? J'habite à Boulieu-les-Annonay. C'est moi qui avais appelé il y a 2 semaines pour l'histoire du boulot HDI. Oui. Voilà. Yes. C'était moi.
Voilà. C'est moi le coupable. Donc, alors maintenant, vous voulez savoir pourquoi les constructeurs montent des pneus taille basse sur les voitures, c'est ça? C'est ça, parce que je voulais acheter une voiture, enfin je commence à regarder les voitures et elles sont tout le temps avec des flancs plats, 17 ou 19 pouces. Et moi, à part l'esthétique, je vois pas à quoi ça sert. Ça coûte, en plus, quand on doit les changer, ça coûte super cher. Ça dure pas longtemps. Enfin voilà. Donc je voulais savoir pourquoi les constructeurs s'entêtent à mettre toujours ces pneus à flanc plat. En fait. Vous l'avez dit dès le départ. Hein, la première raison, c'est que c'est plus joli. C'est vrai que dans une concession, une voiture avec l'option les jantes les plus grandes, elle va plus attirer l'œil qu'une voiture avec des petits trous. Donc ça, déjà, c'est la première raison, c'est ça. Mais c'est pas la raison de départ pour les constructeurs. C'est la raison de choix aujourd'hui pour les concessionnaires, mais la raison de départ, c'était que pour améliorer les performances, c'est-à-dire en particulier les performances de freinage, pour mettre des freins plus gros, il fallait des jantes plus grandes. Donc, comme il faut conserver le même diamètre à la roue, si on met une jante plus grande, on met un pneu avec un flanc plus bas. Voilà, c'est ça qui nous a amené, parce que les voitures sont de plus en plus puissantes, donc sont de plus en plus lourdes, donc il faut des pneus qui soient de plus en plus performants. Et un pneu taille basse, il va être plus performant qu'un pneu traditionnel. Le problème, et pour moi le problème, il est plus grave même que les avantages, c'est qu'effectivement, on va avoir à la fois un pneu qui va être beaucoup moins confortable, c'est le premier inconvénient, qui va s'user plus vite, qui est beaucoup plus cher, qui réclame d'être beaucoup plus attentif sur la pression. Un pneu taille basse, si vous roulez sous-gonflé, le moindre nid de poule, vous allez bousiller les jantes de la voiture. Donc il faut vraiment faire très attention. D'ailleurs, bousiller les jantes, je pense que ceux qui ont des voitures avec des pneus avec des flancs très très bas ont déjà rayé les jantes en se garant à peu près du trottoir. Et puis un pneu taille basse qui monte un trottoir, s'il n'est pas bien gonflé, voilà, c'est la mort du pneu. En plus, ils sont beaucoup plus chers. Ça, il y a beaucoup d'inconvénients. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que certains constructeurs commencent à faire un peu marche arrière. C'est-à-dire qu'ils nous proposent des pneus avec un flanc un peu plus haut, donc avec un matelas d'air, on va dire ça comme ça, plus important, quitte à dégrader un poil la tenue de route, parce que on comprend bien qu'un pneumatique avec un flanc haut, quand on va être en virage, le pneu il va se tordre un peu, donc on a une précision de conduite qui est moins bonne qu'avec un pneu à flanc bas. Mais ce qui fait qu'il y a un flambi aussi, ouais. Mais ce qui fait qu'un pneu, les pneus aujourd'hui sont en train de réduire un petit peu en taille et d'augmenter un peu en flanc, c'est que les émissions de CO2 sont supérieures avec des pneus taille basse qui sont plus larges qu'avec des pneus d'un diamètre plus faible. Donc, on revient un petit peu en arrière. Les constructeurs vous proposent, il y a certains constructeurs qui vous proposent des options minorantes, c'est-à-dire la voiture elle est vendue je dis n'importe quoi, en 18 pouces, mais vous pouvez choisir l'option 17 voire 16 pouces et là on vous rend 500 € sur le prix catalogue. D'accord. On peut pas les changer une fois la voiture achetée. Ah non, alors non. C'est ça, voilà. Sauf si la voiture a été homologuée. Vous achetez une voiture, vous prenez l'option 19, elle est vendue on va dire en 17. Vous prenez l'option, ensuite vous avez 17, c'est le modèle de base. Ensuite vous avez 18 pouces qui est proposé en option, 19 pouces en option. Vous vous dites tiens, je me fais plaisir, je prends une belle voiture. Vous achetez du 19, vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise. Le coup d'après, alors faut changer les jantes et les pneus, ça coûte quand même cher. Si la monte en 17 pouces a été homologuée sur la voiture, évidemment, vous pouvez monter des jantes comme ça. Si ça n'a pas été homologué sur la voiture, il n'est pas question de mettre des roues plus petites. D'abord, est-ce que les freins ils vont passer dans des roues plus petites? Il y a ça. Donc, la plupart du temps, c'est ça qui bloquera, quoi. Bon, ben voilà. Super. Donc, il vaut mieux choisir avant. Okay. Voilà, il vaut mieux choisir avant. En plus, les grandes roues, en général, alors je prends l'exemple de la Yaris hybride que je connais bien, quand vous prenez des roues au-dessus de 15 pouces sur les anciennes générations, le braquage était beaucoup moins bon parce que, en fait, la suspension était un petit peu différente et on avait une voiture qui braquait pas, alors qu'avec des roues de 15, elle tourne sur place presque. D'accord. Beaucoup d'inconvénients. Grâce à votre question, moi j'ai appris plein de choses. Merci. Comme d'habitude, on apprend toujours des bonnes choses avec ça m'a laissé sur le flanc, mais c'est bien, j'ai appris plein de choses. Je vous embrasse. Ne manquez pas d'air, c'est pour ça. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir, allez, dans quelques instants, ce sera le retour de l'info avec le flash actu de Léa Guichou. Et puis, nous allons parler pneus encore avec les fameux pneus rechappés. On aura l'occasion d'avoir Jean-Baptiste Pierret, qui est président de Black Star. Et votre question, vous n'oubliez pas, vous pouvez
Ah bah voilà. dès maintenant nous appeler au 0826 300 300. On vous donne la parole juste après le journal de midi. Allez, on vous attend. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous continuons bien sûr à vous accompagner et surtout vous continuez d'ailleurs à être à nos côtés, à nous accompagner, très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Ça nous fait très plaisir de vous voir et de voir d'ailleurs, ça me touche beaucoup. Moi, tout le monde, c'est la communauté qui s'est créée. Tout le monde parle avec tout le monde se donne des conseils ou pas, répond aux questions. Bravo, ça c'est chouette. C'est ça, la vie. Le partage, entre autres. Allez, on va dans quelques instants parler entre autres du Tour Auto. Oui, on parlera du Tour Auto avec un équipage avec deux noms qui vous diront peut-être quelque chose. François Alain et Dominique Chapat qui vont faire le Tour Auto sur la voiture la plus lente et la moins puissante du plateau. Une voiture à pédale C'est presque ça. C'est presque ça, hein. François Alain nous en parlera tout à l'heure. Super. Et puis le Tour Auto qui démarre lundi. Et oui, c'est ça. On vous donnera le parcours, donc vous pouvez. C'est vrai que c'est magnifique, c'est un musée roulant. Non, mais c'est très bien. Ouais. Qui met l'accent cette année sur les marques britanniques. Donc il y aura beaucoup d'anglaises. Une autre marque, mais là ce sera américaine. Ce sera notre dossier actualité sur Tesla qui a encore baissé ses prix. On en parlera avant 13h. Qui a baissé les prix hier de façon spectaculaire sur certains modèles, moins 10 000 € sur certaines. Hein. Ah oui, quand même, c'est fou. Bon, sur des modèles à plus de 100 000, moins 10 000. Mais bon, la Tesla 3 devient plus accessible, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Renault Mégane E-Tech. Allez, beaucoup d'autres rendez-vous avant 13h, dont le rendez-vous des pneus. Mais tout de suite, vous le savez, juste après le journal de midi, c'est vous que nous avons le plaisir d'accueillir au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et je crois que c'est Alain qui nous rejoint. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Mais dites donc. Bonjour Alain. Et Alain, il n'est pas content, il a raison de ne pas être content. Alors on va juste rappeler une chose, Alain, c'est que vous êtes intervenu dans l'émission déjà en tant qu'auditeur. C'était au mois de février par rapport à votre problème. Voilà, le 25 février, vous avez eu la gentillesse de me faire intervenir et de me faire parler avec quelqu'un de la direction générale d'Audi France au sujet de ma commande qui date déjà du juillet 2021 d'une Audi Q5. Je suis désolé, je rigole, mais c'est vrai que 2021, on est quand même en 2023. Ça se trouve, le nouveau modèle va arriver avant que vous soyez livré de l'ancien. Ça commence à ressembler à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on célèbre. Normalement, la voiture aurait dû être livrée le 15 avril 2022. Donc aujourd'hui, on fête le premier anniversaire de retard de la voiture. Pardon, excusez-nous. Oui, Alain, vous avez beaucoup d'humour. Non, mais c'est ça. Mais surtout, Alain, on se souvient très bien, et ceux qui nous écoutaient, que le représentant d'Audi à l'époque a dit qu'ils allaient faire leur maximum pour, d'une part, que vous ayez un véhicule de remplacement digne de ce nom. On l'avait eu en direct. En direct, et surtout, de vous donner fermement une date de livraison de la voiture. Et en gros, ça n'a pas été fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que dès le lundi, on me téléphonait pour me demander mon numéro de permis de conduire. Tout allait très 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 vite. Ensuite, on m'a envoyé un premier contrat de prêt d'une voiture qui n'était pas acceptable parce que de toute façon, le contrat de prêt courait jusqu'au 20 mai. 20 mai, c'est-à-dire au mieux la date de fabrication de ma voiture. D'accord. Donc, j'ai répondu en disant, écoutez, il y a un certain nombre de modifications à apporter au contrat. Ils sont revenus avec quelques modifications ponctuelles, mais celle de la date n'a pas été changée du tout. Donc, j'ai renvoyé des commentaires, et depuis, le silence absolu. Mais silence total. Excusez-moi, Alain. Juste, parce que Stéphane qui est. Mais vous roulez à ce moment. Attends, il y a Stéphane sur place Facebook. Je roule avec mon ancienne voiture. Vous roulez pas avec celle qui vous avait proposée dans le contrat. Non, parce que j'avais surtout pas l'intention d'accepter une voiture qu'on m'aurait reprise le 20 mai, alors que le 20 mai, c'est en gros la date à laquelle elle va être fabriquée au Mexique, plus 8 semaines. C'est-à-dire que je me suis retrouvé pendant 2 mois sans voiture. À pied, quoi. Juste rapidement, les garçons. Stéphane qui vient de mise sur Sud Radio, la page Facebook. Ah bah là, c'est cul-sec. Le cul-sec, pardon. C'est cul-sec. On parlait d'Audi. C'est pour ça que j'ai rigolé. Donc, je voulais... Bon, Alain... Vous avez raison. De toute façon, il faut commencer à en rigoler. Non, mais Alain, vous pensez pas que ça vaut le coup d'annuler, pour le coup, votre commande, là, et puis d'aller chez un constructeur concurrent? Vous savez, Mercedes et BMW font des voitures très bien, hein. Je sais bien, mais je me demande si c'est parce que Audi cherche, dans la mesure où, entre-temps, depuis juillet, les voitures ont dû augmenter de 20%. Oh non! Oh, si. Non, mais c'est pas pour ça. Non, mais vous l'avez commandé, la voiture. Oui, donc vous l'avez au prix. Oui, à partir du moment où vous l'avez commandé, c'est le tarif qu'il y avait sur le bon de commande. Hein. C'est sûr, mais si aujourd'hui j'annule ma commande et je vais chez quelqu'un d'autre, oui. Voilà. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, vous n'avez pas vu. Donc, quelque part, je suis un peu dans la fringue.
sans aucune possibilité de sortir jusqu'à ce qu'ils me livrent la voiture. Oui. Oui, mais c'est une histoire. Si ça dure depuis 2 ans, qu'est-ce qui dit que ça ne va pas durer encore un peu ? Non, parce qu'après, il va y avoir, je sais pas, peut-être l'ouvrier. Comme vous avez, en plus, dans votre véhicule, si je me souviens bien, vous aviez commandé quelques options assez exotiques, entre guillemets. Exotique. Il y avait un toit ouvrant. Un toit ouvrant, un contrôle de vitesse dynamique. Oui, mais ça c'est normal. Mais le toit ouvrant, c'est vrai que ça pose peut-être problème. Peut-être que le gars qui est au Mexique monte les toits ouvrants, il est malade en permanence. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est peut-être un fonctionnaire mexicain, vous savez. Fonctionnaire mexicain. C'est possible, mais je plaisante évidemment. En disant, écoutez, est-ce que vous êtes prêt à retirer telle ou telle option ? Non, puis en plus, après, vous n'êtes pas à l'abri du naufrage du bateau qui livre la voiture. Mais concrètement, moi, franchement, voilà, à votre place, Alain. Déjà, je vais quand même remettre un coup de gros lot, mais je vais taper directement le président parce que là, c'est inadmissible de faire des promesses et de pas les tenir. Soit on dit, ok, mais on peut rien faire, et puis voilà, mais on fait pas des promesses qu'on ne tient pas. C'est pas possible en direct à la radio en plus. Donc alors ça c'est le premier truc que je vais faire, mais moi je serai vous, j'irai voir ailleurs. Parce qu'à partir du moment où on a un service comme ça va être quoi la suite ? Vous prenez livraison de votre voiture, elle va être en panne, ils vont mettre 1 an à la réparer ? Non mais franchement... Souvenez-vous, c'était quand même la cinquième Audi. Oui, ils ont perdu un client, et puis voilà. Et puis ils vont en perdre d'autres s'ils continuent à faire ça. Et surtout ceux qui écoutent Sud Radio, là, si ça continue. Le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on me dit, votre voiture est toujours planifiée pour la fabrication la semaine 19, c'est-à-dire le 20 mai, mais jusqu'à ce qu'elle soit fabriquée, on n'est pas sûr que le planning sera tenu. D'accord, oui, non mais attendez, faut arrêter avec ça. Donc après, il va y avoir un planning de livraison, comme vous dites, par le bateau. Et il faudra peut-être 2 ans pour livrer, pour que ce bateau traverse l'Atlantique. Ce qu'on fait, Alain, c'est que du coup, moi je vais Jean-Luc rappelle je vais voir si ça peut bouger un peu plus. Et puis si ça bouge pas, il faut bouger. Vraiment, c'est vous bouger de votre côté. Parce que je vous avais promis de vous emmener, Jean-Luc. Oui, faire un tour. Il fera un tour avec autre chose. On fera un tour dans une autre voiture. Non, puis je vois qu'il n'y a que Jean-Luc qui a le droit des petites promenades. Non, je rigole, Alain, je vous taquine. Mais non, je ne connais pas votre prénom. Vous inquiétez pas, je vous embrasse, Alain. C'est un bon week-end. Bon, je vous tiens au courant, Alain. Merci. Au revoir. Passez un bon week-end à pied. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. C'est dingue quand même ces histoires. C'est vraiment dingue. Voilà. Surtout les promesses en direct. Bon, bref. Allez, on est avec Jean-Baptiste Pierret, président de Blackstar. What is Blackstar ? Eh ben voilà, tiens, on va lui demander. Bonjour Jean-Baptiste. Eh bien, on fait ça à 2 voix, nous. Alors, what is it Blackstar, si vous parlez anglais ? Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Sud Radio, et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors ? Donc, Blackstar. Blackstar, en effet, c'est l'unique industriel en France qui fabrique des pneus reconditionnés pour les véhicules légers. Donc la voiture de monsieur, madame, tout le monde, camionnette 4x4. D'accord. On a 2 sites de production qui sont assez complémentaires, puisqu'on a une usine historique au sud de Lyon, à Saint-Pierre-de-Bœuf, qui elle est spécialisée sur les pneus de niche, les dimensions courtes, les profils cramponnés, et un second site de production dans le Nord-Pas-de-Calais, à Béthune, qui lui se dédie sur les dimensions courantes, mass market, les véhicules du quotidien. Alors, sur les poids lourds, ça existe depuis longtemps, c'est très courant, ce qu'on appelle le rechappage. C'est moins courant sur les véhicules particuliers. Expliquez-nous déjà ce que c'est que le rechappage, ça consiste en quoi ? Alors voilà, donc un petit mot sur le process peut-être. Jean-Luc, avant d'expliquer le process, je voudrais dire un petit mot sur le bien fondé de ce pneu pour bien comprendre le process. Donc c'est un pneu au cœur de l'économie circulaire, puisqu'on va convertir un déchet, un pneu usagé, en une ressource. C'est important que vous sachiez aussi que c'est soumis à la même réglementation européenne qu'un pneu neuf. Et on a d'autres avantages comparatifs sur lesquels je reviendrai, à savoir une fabrication française, des emplois non délocalisables et une économie de matière, 80%, et en CO2 jusqu'à un gain de 60% de CO2 par pneu fabriqué. D'accord, donc c'est écologique, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est écologique. Du process. Voilà. Donc on part, comme je le disais, d'un pneu usagé, c'est-à-dire dont la structure est restée simple, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges drastique
qui va être vérifié à la fois par une machine d'intelligence artificielle et par des opérateurs pour s'assurer du bon choix de marque, c'est-à-dire on ne conserve que les marques premium, quality, certains profils, on regarde les indices de charge, les codes de vitesse, les DOT, le made in, on veut pas de traces de roulage à plat, on veut aucune réparation, par exemple pas de mèche, les épaules, les talons doivent être impeccables. C'est-à-dire qu'on a véritablement un cahier des charges à l'entrée qui est drastique pour, au final, qu'il y ait eu un usage classique. Donc des pneus usés mais en bon état. Voilà. Exactement, un usage classique qui n'a pas altéré la structure initiale finalement. Une fois que ce pneu a été identifié comme rechappable, reconditionnable, alors on va le râper, c'est-à-dire on râpe le surplus de gomme, puis on l'habille avec une bande de roulement. Alors là, c'est sûr que le choix de gomme est primordial. On a la chance, je redirai un petit mot si vous le voulez bien sur Béthune, puisqu'aujourd'hui on a la chance que Bridgestone nous accompagne dans ce choix de gomme pour tendre à une qualité de gomme premium, aussi bien en termes de gomme été, hiver, 4 saisons. D'accord. Alors, on ne va pas attendre plus tard, on va le dire maintenant. Vous avez repris l'usine Bridgestone de Béthune. Et vous avez le soutien de la marque pour refabriquer ces pneus. Donc vous mettez une nouvelle... Si c'était une chaussure, en fait, vous mettez une nouvelle semelle à la chaussure. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Une fois qu'il a été sélectionné, on le râpe, on l'habille avec une nouvelle bande de roulement. Alors nous, on remanufacture dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois, et c'est peut-être ce qui peut aussi nous distinguer d'un poids lourd dans certains cas, c'est qu'on remanufacture également les flancs, bande de roulement et flancs, ce qui nous permet ensuite d'imposer notre masque. Donc on en a deux, Black Star qui est fabriqué au sud de Lyon et Léonard à Béthune. C'est rigolo, Léonard. C'est rigolo. Donc alors ces pneus, ils sortent, ils sont équivalents à un pneu neuf en termes de qualité ? Alors, le mot qualité, il emporte avec lui deux dimensions bien distinctes selon moi, l'aspect sécurité et l'aspect performance technique. Pour ce qui est de la sécurité, nous, on est intransigeant, comme je vous le disais, réglementation européenne, cahier des charges drastique à l'entrée, contrôle de qualité aux produits finis également drastique, parce qu'on a des scanners chirographiques, on a un contrôle d'uniformité, on a des contrôles balourds. Alors ça, j'ai envie de dire, la sécurité reste le ciment. Maintenant, pour ce qui est de la performance technique, qui parfois est mélangée avec le terme de qualité, lorsque vous achetez un pneu, il existe finalement 3 niveaux d'offres. Et on va vous proposer un premium, un quality, un budget. Et avec, pour chacun de ces niveaux d'offres, un prix qui va être aligné sur les performances attendues en termes de freinage sur sol mouillé, résistance au roulement. Et donc, nous, notre pneu Léonard fabriqué à Béthune, il est rangé dans les pneus quality. C'est-à-dire qu'à 9 équivalents, c'est-à-dire on offre la même promesse technique qu'un autre pneu quality. Et donc le même prix que cette gamme. Alors les prix, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de prix ? Bien sûr. Donc si on se repositionne dans notre gamme, on peut être 40% moins cher qu'un premium et peut-être 15% plus cher qu'un budget. Mais en offrant des avantages comparatifs que personne n'a, une économie de matière, gain CO2 français. Donc, si vous voulez un exemple sur très concret. Une dimension un peu classique, un 205-55-16 été, 91V par exemple, un Michelin Primacy 4 va être commercialisé à 95 €. Un Euroto Prévent 6 4 à 76 et le Léonard est proposé à 64. Le budget, en effet, vous trouvez 54 €. Donc, on retrouve bien ce delta de 20% plus cher qu'un budget et 30-40% moins cher qu'un Michelin. Mais avec la qualité, et le côté écologique. On les trouve où, les pneus Léonard ou les Black Star ? Alors, nous on revend dans l'ensemble des réseaux de centres auto, c'est-à-dire bien sûr, je vais dire un petit mot après sur Béthune, et donc vous comprendrez aussi l'association avec Mobivia, et donc on les trouve chez Noroto, Midas, Carter Cash, ATU, mais également chez l'ensemble des centres auto, que ce soit Best Drive, Point S, Rotailleur, First Stop, Speedy, Garagiste Indépendant. Voilà, nous on n'a aucune limite. Notre objectif, notre pneu, il est au service d'une cause. Plus nombreux on sera à équiper nos véhicules avec notre pneumatique,
mieux on se portera. Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'est une super. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est chouette. Ouais. Bon, Bravo, merci Jean-Baptiste Pierret, donc président de Black Star. Maison française, emploi français, tout ça c'est bien. Et puis c'est des pneus rechappés, donc économie circulaire. Ouais, économie écologique. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Bon week-end. Allez, dans quelques instants, on vous donne la parole puisque vous pouvez poser votre question au 0826 300 300. Et juste après, on parle du Tour Auto 2023 qui va démarrer lundi avec l'ami François Alain. Il n'y a pas de Jean, c'est l'ami François Alain, tout simplement. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on vous donne la parole, vous le savez, tous les samedis matins également et toute la semaine en général, particulièrement là sur l'automobile. On accueille Daniel qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, ça s'entend. Vous êtes où vous? Moi je suis dans l'Isère, dans le Nord-Isère, pas loin de Bourgoin-Jallieu. D'accord, un petit accent comme ça, petite pointe montante de... je suis d'origine parisienne, donc... Vous avez pris l'accent quand même un peu. Oui, un petit peu. Ouais. On vous écoute Daniel. Oui, donc voilà, je vous avais eu il n'y a pas très longtemps pour une Dacia Jogger que j'ai eu en possession. Oui. Et donc c'est une voiture qui est équipée du système Stop and Start. Oui. Et je voulais savoir si... Alors moi je désactive parce que j'ai du mal à m'y faire. Je voulais savoir si je le laissais en permanence, si on pouvait avoir sur le long terme un problème sur le démarreur. Parce que vu qu'on actionne à chaque fois le démarreur quand ça s'arrête, voilà, je voulais savoir si ça pouvait à long terme. Alors normalement, les démarreurs sont renforcés sur les modèles qui sont équipés d'un stop and start. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a mis des stop and start sur les voitures? C'était très intéressant avec l'ancien cycle d'homologation. Voilà. Ça l'est beaucoup moins avec le nouveau. Donc c'est pour ça que... Pourquoi? Expliquez-nous là. Parce que sur l'ancien cycle d'homologation, le fait de couper le moteur de plusieurs fois de suite sur le parcours, c'était intéressant en gain de consommation. On estime que en énergie, on commence à gagner à partir de 8 secondes d'arrêt. Si vous arrêtez moins de 8 secondes, en fait, l'énergie que vous allez consommer pour redémarrer le moteur sera supérieure à ce que vous avez économisé en carburant. Donc, c'était très intéressant sur l'ancien cycle d'homologation. Ça l'est moins sur le nouveau. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de stop and start. Et le stop and start, effectivement, il peut avoir des gros inconvénients à la fois sur la longévité de la batterie et du démarreur. Même s'ils sont l'un et l'autre renforcés, en général, on a ce qu'on appelle les batteries AGM sur les voitures qui ont des démarreurs, qui ont des stop and start. Elles sont plus costauds, mais leur durée de vie, elle est impactée par ces multiples démarrages. Donc, l'économie de carburant, en fait, c'est ça le vrai calcul. Est-ce que l'économie de carburant, qui peut être réelle, comme je vous l'ai dit, au-delà de 8 secondes, on économise du carburant, est-ce que l'économie de carburant sur la durée de vie de la voiture va être supérieure aux frais que je vais faire pour changer éventuellement mon démarreur qui risque de tomber en panne, et surtout la batterie qui va durer 4 ans au lieu de pouvoir durer 2 fois plus. C'est ça le vrai calcul. Donc moi je vais vous dire très honnêtement, le stop and start, en particulier quand vous êtes en ville et que vous circulez en accordéon et qu'à chaque fois ça arrête, là vous le coupez. Ouais, moi je le coupe tout le temps. Voilà, il faut le couper. Ouais. Donc le stop and start, oui, ça impacte la durée de vie du démarreur. Oui, ça impacte la durée de vie de la batterie. Par contre, les grands rouleurs, machin, là, ils peuvent le laisser. Oui, vous pouvez le laisser. Si vous habitez dans une ville de province et que de temps en temps vous arrêtez au feu rouge, c'est pas gênant. Voilà, ça va pas taper dans le capital. Voilà. Très bien, vous m'avez répondu, c'est très bien. J'avais une deuxième question, si c'est possible. Alors allez-y vite. Il nous reste 13 secondes. Lorsqu'une voiture n'est pas équipée de Android Auto, en Wi-Fi, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut le remettre après tout? Alors, est-ce que c'est normal? Sans câble, sans utiliser un câble. Je vais tout de suite vous rassurer. D'abord, il y a très peu de voitures aujourd'hui qui ont Android Auto sans fil. Il y a vraiment que les modèles très haut de gamme, très récents, qui l'ont. Autrement, il faut systématiquement un câble pour avoir Android Auto, parce que les voitures, en fait, elles sont conçues. Faut que vous remontiez 4 ans en avant. Or, aujourd'hui, les protocoles Wi-Fi, les protocoles des téléphones, ils vont beaucoup plus vite que la conception des voitures. Donc, ça a été fait il y a 4 ans. Et est-ce que sur un modèle où il faut un câble, est-ce qu'on peut se passer de câble avec un boîtier supplémentaire? La réponse, pour l'instant, c'est non, ça n'existe pas. Oui, puis sur Dacia, en fait, ils ont
dans le Dacia Link, enfin, il faut se brancher un câble. Faut brancher le mais câble. plein de voitures. Il y en a, je vous dis, très très peu où il n'y a pas besoin de câble. D'accord. Bon ben voilà. Daniel, un grand bon week-end à vous aussi. Merci. Et à tous ceux qui vous entourent. D'avoir pris mon appel. Ah bah avec plaisir, pas de souci. Bah faites comme Daniel, vous nous appelez au 0826 300 300 ou alors vous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet et votre question avec toutes vos coordonnées. Allez, à suivre. Eh bien, nous allons accueillir l'ami François Alain dans quelques secondes. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Alors, juste avant de parler de Classic Cars, beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, Jean-Luc, suite au sujet du start and stop. Alors, beaucoup de gens ont peut-être mal compris ou mal entendu. On ne dit pas que vous n'avez pas dit que le start and stop était pas utile, il l'est moins par rapport aux normes Europe d'avant. Et surtout, ce qu'on dit, c'est quand on est en ville, qu'on s'arrête tout le temps. Oui, si vous êtes dans les bouchons, vous le coupez. Mais oui, parce que si vous roulez en accordéon et que vous arrêtez et qu'au bout de 3 secondes, vous repartez, ça sert à rien. Voilà. Là, pour le coup, vous faites pas d'économie de carburant et vous usez à la fois le démarreur et la batterie. Et bien évidemment, si on roule sur autoroute, le stop and start, il sert à rien. Quand on parlait de grand trajet, c'est effectivement, si vous vous arrêtez de temps en temps, la station un service, feu rouge, voilà, ou de toute façon, la station-service, vous coupez le moteur. Donc, non, mais si jamais, il y a évidemment, donc voilà, donc on a répondu à Alphonse qui dit j'y comprends plus rien. Ben voilà, c'est clair maintenant. Et puis à tous ceux qui nous posent des questions. Dangereux pour le turbo, nous dit Renaud, un stop and start. Bah non, parce que en fait, déjà le stop and start va entrer en fonction que quand la température d'huile sera suffisamment élevée pour ne pas justement abîmer les organes au redémarrage. Voilà. Quand on vous dit qu'on a un expert sur Sud Radio, Monsieur Jean-Luc Moreau. Tiens, on a un deuxième. Bonjour François Alain. Bonjour Monsieur François Alain. Bonjour les amis, comment ça va? Voilà. Alors ils n'ont pas de stop and start sur leur voiture pour faire le tour auto. Vous avez surtout un stop and stop parce que Alors remets les choses en place. Je recontextue. 32e édition du Tour Auto qui démarre le 17 jusqu'au 22 avril. Direction la Côte d'Azur, parcours 2000 km. Alors les étapes, Laurence, Beaune. Je pense qu'elle vous attendra à Beaune. Hein. Mais moi je vais être dans le chance. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que c'est une région qui lui plaît. Ensuite, Clermont-Ferrand, Valence, le circuit Paul Ricard. Vous allez faire 10 spéciales sur route fermée. Cette année, l'accent est mis sur les anciennes anglaises. Alors, il y aura beaucoup de Jaguar, d'Austin Hillet, Triumph, de MG, d'Aston Martin dans la liste des engagés. Aussi, les voitures carrossées par Zagato. Mais il y a 2 petits malins, 2 irréductibles gaulois qui ont choisi de prendre le truc à contre-pied. Donc, il y en a un, il s'appelle... un qui s'appelle Dominique Chapat et l'autre François Alain. Et vous avez décidé carrément de partir sur la moins puissante et la moins rapide de toutes les voitures du plateau. C'est une Renault 4 chevaux et vous partez en plus avec le numéro 1. Donc vous avez prévu des écharpes parce que vous allez vous faire enrhumer dès le départ. Alors en fait, ce qui est très vrai, c'est que moi j'aime bien faire le clown avec toujours le truc inattendu. Et c'est vrai que je trouvais sympa cette fois-ci avec Dominique. Ça faisait longtemps qu'on s'était dit que ce serait sympa de se faire un tour auto tous les deux ensemble. En plus cette année, c'est les 25 ans de ma première collaboration à Turbo, mon cher Jean-Luc. Et donc voilà, je trouve que le clin d'œil était rigolo. Et surtout, la 4 chevaux, moi j'ai l'habitude de faire le tour auto en petite voiture française populaire. Donc j'ai fait 3 fois en Citroën, 2 fois en Peugeot. Cette fois-ci, ce sera du Renault. Je reviendrai sur d'autres marques plus tard, évidemment. Mais je suis très heureux de le faire en Renault 4 chevaux parce que c'est un des symboles français pour moi de la vraie voiture populaire. Il y a eu une version Le Mans et les gens de chez Renault nous confient, et vraiment je tiens à les remercier, nous confient cette voiture qui est une type Le Mans. Oui, c'est un modèle un petit peu préparé. Donc vous avez quoi, au moins 2 ou 3 chevaux de plus? Au moins. Ça veut dire que vous doublez la puissance. Non, plus sérieux, là, votre modèle, c'est quoi exactement? Donc c'est une type Le Mans, donc c'est une petite 4 chevaux avec le petit moteur 4 cylindres. Alors je n'ai même pas regardé la cylindrée, la puissance exacte, mais on doit pas être bien, ça doit pas être bien méchant. Ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que Isabelle Lebon, qui est de chez Peter Auto, a mis un petit mot tout à l'heure sur Internet pour dire que elle nous surveillerait parce que elle, évidemment, j'avais oublié ce détail, elle a le numéro 0 puisque par définition elle fait l'ouvreuse, donc elle sera dans une BM surpuissante avec Arrivatanen. Donc je lui ai dit. Et vous allez la doubler, vous allez la klaxonner pour la doubler. Je sais pas si elle sera avec François Chatriot ou Arrivatanen, mais en tout cas elle sera avec l'un des deux. Donc je l'ai taquiné en lui disant que j'allais sûrement la doubler avec ma 4 chevaux qui doit faire 10 fois moins de puissance. Oh mais c'est bien, le tour auto c'est pas une histoire de vitesse. Non mais vous allez pas trouver le temps long.
Non. Mais non, d'abord avec Dominique, on va passer un bon moment, on va bien s'amuser. Et puis en plus, on lie l'utile à l'agréable, puisqu'évidemment, on va en profiter, ça je peux le dire, c'est plus un scoop. On en profite au début du Tour Auto pour tourner une séquence où Dominique va être mon invité dans Vintage Mécanique. Enfin, ça me fait très très plaisir que Dominique soit mon invité dans un épisode à venir de Vintage Mécanique. Et en fin de Tour Auto, on fait le contraire, c'est-à-dire que Dominique enregistre un épisode de Turbo, bien évidemment, auquel il me fera le grand plaisir de pouvoir être présent à ses côtés. Ouais, donc cool. voilà, je pense qu'on va passer un bon moment, on va bien rigoler. Moi, je vais au Tour Auto comme chaque année pour passer un bon moment. Moi, ce que j'adore, c'est les gens sur le bord de la route, parce que ça reste un spectacle. Alors moi, je l'ai vécu. J'ai vu des gens, des attroupements qui quand on arrive, disent quand est-ce qu'il arrive François Alain. Ils en ont rien à faire du reste du Tour Auto. Non mais c'est vrai, c'était en haut d'un col. Bon, c'était des aficionados de Peugeot. Donc ça s'expliquait un peu plus. Ceci étant dit, monsieur Jean-Luc Moreau, on n'est pas l'animateur télévision préféré des Français en spécialisation automobile. Mais cette année, c'est Dominique. Ça n'est plus moi. Voilà. Ah oui, c'est Dominique. Mais bon, il y a les deux dans la voiture. Et puis le gros avantage de la 4 chevaux, c'est que vous pourrez signer des autographes sans vous arrêter, puisque ça n'avance pas. C'est à peu près ça. On s'attaque. Et pourquoi vous le faites pas, Jean-Luc Moreau, cette année? Parce que je peux pas. Parce qu'il a peur qu'on aille beaucoup plus vite que lui. Non, mais on va essayer de monter une team l'année prochaine, un équipage à Sud Radio, ça serait sympa. On pourrait faire un équipage Sud Radio l'année prochaine, pourquoi pas, avec grand plaisir. Non, mais il y a encore plein de choses à faire. Ce qui est chouette au Tour Auto, et c'est pour ça que moi j'aime cette épreuve, c'est que, en fait, c'est tous les bons côtés des rallyes. C'est-à-dire que il y a, pour ceux qui ont l'esprit sportif, il y a la partie compétition. Moi, c'est pas mon truc, je l'ai jamais caché. Et puis, même si je l'ai fait une fois ou deux en compétition des rallyes équivalents, mais il y a la partie régularité. C'est surtout l'occasion de traverser toute la France, même si les trajets varient un petit peu, et heureusement. D'ailleurs, je prêche auprès de nos amis pour qu'ils n'oublient pas que l'Est, l'Ouest et le Nord, c'est aussi des belles régions. Oui. Et mais voilà, mais c'est bien parce que c'est un vrai spectacle vivant. Les gens sont heureux de voir passer toutes ces voitures, parce que justement, l'intérêt, c'est qu'on va de voitures très, très simples et très populaires qui parlent à tout le monde, qu'on a tous eu dans nos familles. Comme la 4 chevaux. Voilà, toutes ces voitures-là. Et puis des voitures exceptionnelles qu'on ne voit jamais. Donc c'est vraiment un double spectacle. On traverse des régions formidables, des endroits magnifiques et viticoles. Je vois que Laurence n'a pas oublié ce petit détail. Et donc moi j'entends, alors j'ai peut-être un côté franchouillard et je le revendique. Il y a tellement de régions fantastiques en France qu'on oublie, qui sont magiques, qui sont magnifiques. C'est pas la peine d'aller au bout du monde forcément pour se dépayser. Et quand j'entends les gens qui parlent d'écolo responsables et compagnie, très bien. Mais c'est peut-être pas justement la peine d'aller à l'autre bout du monde pour 3 jours. Je veux dire, aller visiter, revisiter des régions de France qui sont extraordinaires. Vous allez respirer. François, juste le côté pratique, elle est de quelle couleur votre voiture pour l'avoir arrivée de loin? Alors ça va être simple parce qu'effectivement elle porte le numéro 1. Comme on est à la fois la plus petite, la moins rapide, la moins cylindrée, la moins puissante, voilà. Comme on va en profiter pour bosser, je pense qu'on arrivera relativement tard le soir pour le dîner. Donc ils seront déjà tous au lit, mais c'est pas grave, on assume. Et puis elle est de couleur foncée, elle est une espèce de gris foncé. Un gris foncé. Très bien. D'accord. Super. Comme une souris, quoi, un gris souris. Une petite souris. Et vous avez qu'à mettre une queue derrière, et puis hop, ça le fera. Vous pouvez circuler dans Paris. On va vous appeler Mickey Mouse. Et dans Paris, vous passerez inaperçu avec les rats. Et voilà. Allez, on vous embrasse fort, Mr. France. On s'attaque. Les amis. Et vous prenez des photos, vous nous envoyez des choses. Oui. Ah bah oui, sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, on vous embrasse fort et embrassez l'ami Dominique. Et bon rallye. Et bon rallye. Ciao. Allez, dans quelques instants, on va carrément changer de tout autour. On va parler de Tesla. Et là, on va parler de prix qui baissent. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous parlons d'actualité, c'est tombé il y a de cela quelques heures. On va d'ailleurs, avant de parler de ce sujet, accueillir notre invité pour en parler avec nous, journaliste et auteur spécialiste auto, Nicolas Meunier. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous allez bien ?
Très bien, merci. Et vous? Avec vous, tout va bien. Oui. Bon, super alors. Tant mieux, merci, à bientôt. Non, on en a parlé en début de cette émission. Tesla a annoncé hier une diminution assez spectaculaire des prix de ses voitures. Enfin, spectaculaire sur les modèles qui valent plus de 100 000 euros, puisque sur la modèle S et la modèle X, on a une baisse de 10 000 euros. Dingue. Mais ce qui va nous intéresser plus, nous, c'est baisse de la modèle 3 qui passe. Alors tenez-vous bien, hein, une fois le bonus, c'est 5 000 euros aujourd'hui déduit, on descend à 36 990 euros. Pour une Tesla. Pour une Tesla, c'est moins cher qu'une Renault Mégane E-Tech de base. Et on va rappeler rapidement, Nicolas, une Tesla 3. Alors ça, c'est la version propulsion, mais les caractéristiques de l'auto, c'est quoi, vite fait ? On a déjà une batterie qui fait à peu près 60 kWh, donc c'est beaucoup plus que la Mégane de base. Une autonomie sur cycle qui fait pas loin de 500 km. Donc dans la vie réelle, selon les conditions, on est entre 300, 350, voire 450 si on s'y prend bien. Une puissance qui fait plus de 300 chevaux. Et un espace largement plus important qu'une Mégane. Voilà, et puis donc, surtout une vitesse de charge aussi beaucoup plus rapide, hein, puisqu'on est à 170 kW en vitesse de charge. Donc c'est plus qu'une... les Méganes les plus performantes en vitesse de charge, c'est 130. Donc on voit que... on peut charger en combien, là, en chargeur Ben là, tout dépend. On peut pas de dire on va charger en combien de temps. Ça dépend le niveau de la batterie quand vous allez arriver à la borne pour charger. Est-ce que vous avez préconditionné la batterie, etc. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte de dire vous récupérez tant de kilomètres en tant de minutes. C'est jamais vrai. D'accord. C'est jamais vrai. Mais faut savoir que c'est une des voitures électriques les plus performantes du marché et qu'aujourd'hui elle devient aussi une des moins chères. Ouais, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication à cette baisse, Nicolas ? Une grosse baisse, hein ? Bon, alors j'ai envie de dire que Elon Musk joue avec le prix de ses voitures comme avec le cours du Bitcoin. Allez. Mais ça serait de mauvaise langue. Mais par contre, c'est bienvenu hein, sur Sud Radio, parlons vrai. Hein. On parle vrai, nous. Hein. Et il y a déjà le fait que c'est des voitures qui sont peu chères à fabriquer. Il y avait un cabinet, de mémoire, c'était un cabinet allemand qui avait démonté une Tesla Model 3 à son lancement et qui était sidéré par combien la voiture coûtait peu cher à produire par rapport à une BMW série 3 qui est son équivalent thermique. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait des marges assez énormes malgré les prix plus bas que la concurrence. Et ensuite, il y a un autre facteur, c'est que déjà, intrinsèquement, la voiture est peu cher à fabriquer, mais qu'en plus, Tesla améliore sans arrêt ses produits pour qu'ils coûtent de moins en moins cher à produire. Et on a eu une présentation il y a quelques semaines de ça dans l'Investor Day, donc qui était la présentation que fait Elon Musk à ses actionnaires. Alors c'était beaucoup moins spectaculaire, cette fois il n'y a pas eu de gros pick-up aux lignes bizarres, ni de super sportifs qui annoncent une vitesse de 400 km/h, mais ils ont annoncé le prochain procédé de fabrication de Tesla, où ils veulent réduire encore de manière drastique le nombre de pièces et de composants, ce qui fait que ça coûtera encore moins cher à produire. Là, on annonce un ressillage prochain de la Model 3, donc on peut s'attendre même, malgré les nouveautés, à ce que les tarifs baissent encore. Alors, est-ce que justement, dans ce renouvellement de la Model 3, il n'y a pas une des explications à la baisse du prix ? Parce qu'il y a beaucoup de stocks, a priori, pour le moment. Les stocks, ça coûte cher, donc il faut les écouler. Donc là, on baisse le prix de façon importante, en précisant aussi qu'il avait été augmenté l'année dernière de façon importante. Donc c'est vraiment le yo-yo, là, on rebaisse le prix pour écouler les modèles en stock. Alors c'est une des possibilités qui est la plus mise en avant, mais comme c'est toujours un petit peu flou au niveau des livraisons, des quantités de stock et tout qu'il y a chez Tesla, c'est difficile d'être catégorique sur le sujet. Oui, alors il n'y a pas que la modèle 3 qui baisse, hein. On a aussi la modèle Y, donc c'est la version un peu SUV, qui descend en dessous de 40 000 euros, hein, 30 990 euros. Donc on a quand même un véhicule pour le coup là qui est familial, avec les mêmes caractéristiques que ce qu'on a donné tout à l'heure, une batterie 60 kWh, etc. Donc un vrai véhicule électrique performant qui va loin et qui est proposé à moins de 40 000 euros. Est-ce que ça ne va pas tuer l'industrie occidentale de la voiture électrique, d'une part avec l'arrivée des Chinois, et puis on le voit avec l'offensive de Tesla. C'est un gros risque quand même. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, Nicolas. Alors, faut relativiser. Alors,
pour la question des stocks, justement, le modèle Y n'a pas beaucoup de mal à se vendre. Donc là, je pense que pour ce modèle-là en particulier, on ne peut pas mettre ça sur le dos des stocks qui s'accumulent. C'est une des voitures les plus vendues en Europe, une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Et ensuite, si on regarde ce qui est en face, la modèle 3, il y a peu de berlines en face, de même catégorie, à des tarifs équivalents. Ensuite, pour les SUV familiaux, on commence à avoir un peu plus de concurrence. Et si on regarde un Volkswagen ID4, aujourd'hui, la version de base du Volkswagen ID4 est exactement le même tarif. Certes, il est moins bien équipé, certes, la batterie est un peu plus petite, et le moteur beaucoup moins puissant. Mais Tesla a une avance, mais les constructeurs européens traditionnels ne sont pas non plus complètement à la ramasse, en tout cas sur cette catégorie précise des SUV. Ensuite, ce qu'il faut craindre, évidemment, c'est pour l'industrie automobile européenne, c'est que Tesla continue à baisser ses prix sans arrêt, à mesure qu'ils arrivent à baisser leur coût de production. Et d'autre part, vous parliez des constructeurs chinois, on a MG qui est en force, et la Mégane électrique dont on parlait tout à l'heure, elle a plus à craindre de la MG4 qui débute à moins de 30 000 euros hors bonus. C'est pas la même voiture, Nicolas, c'est pas du tout le même segment. On n'est pas loin, on n'est pas loin. MG4 et Mégane, elles sont concurrentes directes. On n'est pas loin, d'autant qu'il faut quand même, pas en termes de finition, c'est le cas. Mais il faut quand même préciser qu'une MG4 en Chine, c'est presque 40% de moins que ce qu'elle est vendue en Europe. Donc, si à un moment les Chinois, ça veut dire qu'ils ont une réserve. Donc, si demain Renault baisse le prix de ses voitures, MG a la latitude de baisser aussi le prix de ses véhicules. Bon, on va devoir y aller. Laurence, mais si on regarde ce qu'achètent les gens aujourd'hui, il faut rappeler que Dacia cartonne. Oui, c'est vrai. C'est pas les voitures les mieux finies de la Terre. Donc... Non, mais c'est vrai. C'est les rapports qualité-prix. Je suis assez d'accord avec vous. Cela dit, Dacia, c'est pas mal fini. On en parlera. Tiens, j'ai donné un élément. Voilà. Zut. Voilà. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Mégane, elle est quand même faite en Europe. Elle est faite en France. En France, particulièrement. Que la mais avec des batteries pas françaises. Enfin, oui, mais ça va venir. On va avoir les batteries s'ils ont signé avec Vercors cette semaine. On avait parlé de Vercors, on va les faire revenir. Tout ça pour dire que quand on est employé en France et qu'on a un salaire français, c'est pas la même chose qu'en Chine non plus. Donc c'est un peu normal que les voitures soient peut-être un petit chouille plus élevées. On a tous envie d'avoir nos salaires. Bon, allez, on arrête là pour notre rendez-vous de l'actualité. Et tout de suite, quelle auto choisir ? Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, très bien. On vous écoute. Alors, je voulais avoir donc l'avis de Maître Jean-Luc par rapport au moteur PureTech, donc évidemment du groupe Peugeot. Savoir si une fois que les rappels ont été faits, est-ce qu'on peut les considérer comme fiables ou il y a toujours du risque ? Alors, il y aura toujours du risque puisque a priori, dès le départ, il y a, on va dire, quelques légèretés dans la conception du moteur. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à endiguer le principal problème qui était la dégradation de la courroie de distribution qui, en se délitant dans l'huile, arrivait petit à petit à boucher la crépine et donc à provoquer la casse du moteur. Donc ils ont réussi ça d'une part en modifiant le lubrifiant qui doit obligatoirement être utilisé dans le moteur et puis en sévérisant les remplacements de courroie de distribution. Bon, maintenant, après, vous me demandez si, malgré les rappels, il n'y aura pas de problème. Je vais vous dire non. Non, c'est un peu comme sur le Renault 1 litre de TCE. Même si il a évolué au fil du temps. Bon, un moteur mal né, il est mal né. Et puis voilà, on peut toujours essayer. Après, on peut essayer d'essayer d'améliorer sur certains points, mais fondamentalement, il faudra, pour avoir une vraie fiabilité, attendre la nouvelle version du 1 litre 2 PureTech qui va arriver bientôt, qui a une chaîne de distribution et qui est revue en profondeur sur tous les points qui posaient problème. Voilà. Et dans les moteurs essence, on va dire, puisque moi je roule pas beaucoup. Mais vous étiez intéressé, vous, par un 5008 première génération ? C'est ça. Là, tout à fait. Là, j'avais vu un 5008 parce que moi aujourd'hui j'ai un transporteur diesel, j'ai besoin de place. Bon, voilà. Mais alors le 5008, c'est très bien parce que c'est une voiture qui est très agréable à conduire, qui a une modularité qui est très bonne. Bon, le problème après, c'est que si vous prenez une version PureTech, vous avez toujours ce risque. Je ne dis pas que vous allez tomber en panne, mais il y a ce risque-là. Alors, moi, je peux vous proposer une alternative fiable.
Maintenant, il faudra le trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est le Mazda 5 qui est un monospace qui est, alors pour le coup, beaucoup plus fiable avec le moteur 2 litres Mazda qui fait 150 chevaux. Il a des portes latérales coulissantes, il a 7 places, il a une bonne modularité, il a un excellent comportement, il est surtout beaucoup plus fiable. La vraie difficulté, c'est d'en trouver un d'occasion. Mais il est plus court aussi parce que bon, moi, je stocke des planches de surf dedans, ça fait 2,80 m. Voilà. Je suis pas sûr que ça rentre pas. Il est entre un 5008 première génération et un Mazda 5, il y a quelques centimètres d'écart, donc je pense pas que ça joue. Et pardon, un S-Max. Ah oui, un S-Max, c'est bien. Un S-Max Ford. S-Max, okay. Un S-Max, alors c'est plus grand. Ouais. Là, pour le coup, si vous avez vraiment besoin de stocker. Et puis pareil, à conduire un S-Max, c'est très sympa. Voilà, parce qu'il y a des versions en plus essence, éthanol aussi. Bah oui, un S-Max, oui, c'est une bonne. Voilà, mais c'est plus gros. On est quoi en budget là-dessus ? Oui, tout à fait. Parce que sinon, je vais penser au jogger, mais c'est court aussi. Et puis bon, c'est obligatoirement du neuf aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. On est sur quoi en budget à peu près ? C'est quoi votre budget ? Le budget, disons que je fais moins de 10 000 km par an, donc j'avais pas envie de mettre forcément les 22 000 euros d'un jogger. Oui, je comprends. Voilà. On peut trouver. Non, un S-Max, c'est bien. 15 000 d'occasion, on doit pouvoir en trouver. Voilà, et ça permet d'oublier le diesel surtout. Voilà. Écoutez, voilà S-Max, finalement. Bon, super. Voilà. Vous avez bien fait d'appeler. On vous embrasse. Merci beaucoup. Comme ça, je vais même pas voir le 5008. Voilà. Non, hélas. Merci beaucoup, Stéphane. Très très bon week-end. Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. L'émission tire à sa fin tout doucement. On va faire un point sur les brèves de la semaine. Et plus fort qu'amour, gloire et beauté, c'est notre feuilleton sur les ZFE qui continue avec un nouvel épisode qui concerne le Grand Paris. Ouais, et le torchon brûle entre la municipalité et les élus de la région Île-de-France. En effet, Anne Hidalgo souhaite interdire, vous le savez, l'accès à la capitale au modèle essence d'avant 2006 et au diesel d'avant 2011 dès le mois de juillet 2023. Une mesure qui provoquerait sans doute des réactions à côté desquelles les manifestations violentes des Gilets jaunes passeraient pour une promenade d'enfants de cœur. Bref, la métropole du Grand Paris estime que ce calendrier n'est pas tenable. On va leur donner raison. On parle désormais d'une interdiction des autos critère 3 après les Jeux Olympiques de 2024 et plus probablement début 2025, comme l'a évoqué Patrick Ollier, président de la métropole. Un report qui devrait être officialisé en juin lors du prochain conseil métropolitain. Et de son côté, l'Amérique ne veut pas interdire les voitures thermiques, mais durcit les normes anti-pollution pour privilégier les modèles électriques. L'objectif de ces nouvelles normes présentées mercredi vise en effet à ce que 2/3 des voitures vendues en 2032 aux États-Unis soient électriques. Pour y parvenir, l'Agence de protection de l'environnement prévoit de restreindre progressivement la quantité moyenne des émissions polluantes des nouveaux véhicules produits par chaque constructeur. Ce sera à ces derniers de choisir la technologie appropriée. C'est une politique, à mon sens, bien plus éclairée que le couperet des instances européennes. Et puis on conclut avec les organisateurs d'Époque Auto, le salon lyonnais dédié aux véhicules anciens, qui a annoncé son programme très plaisant. Ouais, la 44e édition d'Époque Auto, qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2023 au centre des expositions de Lyon Rexpo, fera cette année la part belle à Peugeot, Cadillac ou encore Talbot. La marque au Lyon est d'ailleurs à l'honneur sur l'affiche du salon avec une superbe 404 cabriolet. Les marques du groupe Stellantis seront aussi présentes sur le plateau rallye avec pas moins de 14 véhicules et quelques légendes comme par exemple les 205 Turbo 16 championnes du monde des rallyes. L'objectif affiché est d'accueillir 500 000. J'aimerais 85 000 visiteurs. Ça semble tout à fait possible grâce à une surface totale de 80 000 m² et plus de 800 exposants. Voilà. Évidemment, on en reparlera d'ici là et on sera peut-être même à Lyon. Novembre 2023, je vous suis où vous voulez, l'ami Jean-Luc, vous le savez. D'ailleurs, on va vous souhaiter un bon week-end, un week-end qui continue avec les programmes de Sud Radio. Vous avez rendez-vous avec Invino dans quelques instants. Puis, vous avez bien sûr rendez-vous rugby à partir de 15h avec tous les matchs qui vous seront présentés. Et puis, la roue des émotions de Didier Mélérand à partir de 13h30 qui va revenir sur des choses qui ont vraiment touché l'actualité, qui nous ont beaucoup émus cette semaine. Une émission très intéressante qui permet de voir un peu les choses différemment, c'est vraiment bien. On vous embrasse, oui. Jean-Luc. La semaine prochaine pour la meilleure voiture du monde. Oui, et pas que. Pour être aussi avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, suivis sur la page Facebook de Sud Radio. Merci à Jordan d'avoir évidemment fait le standard de cette émission. Et Bastien, notre beau et sympathique réalisateur talentueux. Bisous, bon week-end à tous.